Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello. Bonjour. Habari za leo. On behalf of ICLEI Africa, the Africa Center for Cities, Our Future Cities, Surge Africa and the Red Cross Crescent Climate Center, we are delighted to welcome you to the Rise Africa 2023 Action Festival. Rise Africa is a platform that brings together thinkers, doers, and enablers to inspire action for sustainable cities. This is the third edition of our virtual festival. It brings together insights, practices, and visions from across the continent. This year's theme is The Cities We Want. the cities we want. the cities we want. The cities we want. This mirrors the African Union 2063 Agenda vision, the Africa we want. It is a wonderful Pan-African call for transformative change. However, the agenda does not adequately embrace urbanization as a potential positive force for improving prosperity, inclusivity, and environmental well-being on the continent. We need more emphasis on the role of cities and local action. And this festival aims to provide inputs into this agenda. The cities we have are Expanding, incomplete, inventive, contested, facing impending crisis, yet brimming with potential. The cities we want are people-centered, Safe and healthy. beacons of culture, unflinchingly modern. And adapting to change and leading global innovation. We'll make these cities through Experimenting, learning collaborating, and amplifying the everyday actions of people who are shaping their cities. The festival invites you to embrace different ways of knowing, It invites you to forge new partnerships, Experiment with new concepts and ideas. to seek ways to bridge science, business, policy, and the arts. Together, let's enter this space in the spirit of poetic possibilities. À l'encre de mon sang, au papier de ma langue, à mes yeux qui tanguent lentement dans le vide, rêvant un jour de laisser des traces de regard sur les villes que nous voulons et imaginons au-delà des vers. Entre deux effluves, mon être crie utopie, mon cœur murmure héritage. Mon âme, elle, chante avenir. De villes riches de leur multiplicité, multiples dans leur diversité, unique pluralité niée hier s'est avancée vers un demain déjà avorté. Enracinement certes, mais ouverture dans ce village planétaire, laisser les sens alertes et réagir. Entendre la cacophonie banalisée des inégalités sociétales criardes laissées en fond sonore, voir et questionner le décor, bâtir et consentir à l'action qui sépare le rêve de la réalité. Sentir la fragrance vitale, belle et verte, inévitable baume au cœur, accepter notre responsabilité de léguer à nos enfants un monde en bonne santé. Démocratiser le goût, que plus aucun palais, d'aucune bouche, d'aucun enfant, d'aucun pays ne soit plus jamais sec. Démocratiser le goût des rêves, des voyages qui s'exécutent, quel que soit l'âge, le long des pages, au fil des chapitres, sur le pupitre de la connaissance, seul germe du choix. Toucher l'idée d'infrastructure qui marche allègrement sur le chemin de l'innovation. Enracinement certes, mais ouverture dans ce village planétaire. Laisser les sens alertes, mais surtout réagir. Alors bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à notre débrief quotidien du festival Rise Africa. Nous sommes ravis d'être là ce soir et aujourd'hui, nous avons une nouvelle animatrice. Je suis Kevin Moutia, je travaille pour ICLEI Africa.
au niveau des systèmes urbains, ma collègue ici, je suis Jo Koudou, je suis également responsable ici dans la même unité que Kevin à Eclair Africa. Nous sommes ravis de pouvoir animer cette session pour avoir vos retours des sessions précédentes et de pouvoir simplement débriefer ensemble et partager les idées super qui nous ont été partagées avec inspiration et tout ce que nous avons reçu. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre ce soir. Nous savons que ce sont des journées bien remplies. Ça a été assez occupé pour nous également, mais en tout cas, merci de prendre le temps d'être avec nous ce soir. Alors, ce que nous allons faire ce soir, c'est vraiment avoir une idée de ce qui s'est passé au cours de la journée pour comprendre quelles ont été les choses qui nous ont frappés au cours de la journée et ce que nous aimerions partager à la fin de la journée. Qu'est-ce que nous avons retenu? Nous avons également une fresque qui va nous être présentée pour montrer un petit peu cette fresque et nous donner un aperçu. Nous avons un petit peu collecté toutes les contributions, tout ce qui a été partagé au cours de la journée. Voilà à quoi ressemble cette fresque murale. Alors, on va essayer de l'élargir pour que tout le monde puisse bien voir et qui est un parcours, en fait, de Rise Africa avec les opportunités au cours de ce festival d'action. En haut, avec ce que nous avons reçu lors des réunions d'hier, tirer des discussions. Ensuite, c'est un parcours qui nous emmène sur les sujets d'hier. Et chaque jour, après la session centrale, nous avons donc des réunions de midi, de pause déjeuner, qui ont été également très intéressantes. Je ne sais pas si vous avez pu rejoindre ces réunions, mais nous avons également des retours de celles d'aujourd'hui. Et nous avons également des sessions parallèles. Il y a eu 2 panels chaque jour également. Nous avons une session de l'après-midi et une autre un peu plus tard. Et ensuite, la réunion de débrief comme maintenant. Voilà un petit peu le parcours à partir de cette fresque qui nous amène autour du thème central, qui est les villes que nous voulons. Aujourd'hui, ça a été vraiment un jour fascinant pour moi, c'est-à-dire de parler des villes que nous avons et des villes que nous voulons pour l'avenir et ce que nous voulons faire. Quels ont été les points principaux qui t'ont frappé lors de la session principale, la session du matin? Oui, et des villes que nous voulons. Ce qui m'a frappé le plus, c'est un des panélistes qui l'a dit, qui nous a un petit peu provoqué dans cette pensée, c'est pour dire que nous sommes là pour parler des villes que nous voulons et on a parlé finalement des villes que nous avons déjà. Ensuite, elle nous a dit qu'est-ce que cela veut dire de vouloir. Elle nous a donné 3 questions. Qui voulons-nous? Que voulons-nous et comment voulons-nous? Elle nous a donc conduit au travers de ce raisonnement, la raison pour laquelle nous voulons changer les villes que nous avons, comment nous l'envisageons et qu'est-ce que nous envisageons, pour qui également sont ces villes que nous envisageons. Nous avons eu un autre panéliste qui nous a parlé également de cette question. Est-ce que nous voulons des villes que nous voulons en tant qu'individu, en tant que personne ou pour le collectif en général? C'était très intéressant parce que ça nous demandait vraiment de réfléchir à nouveau, de revoir les raisons pour lesquelles nous voulons des villes, comment nous planifions les villes de demain, comment nous incorporons les différentes voies qui contribuent à nos villes. Et pour toi, Kevin, qu'est-ce qui t'a frappé dans cette session? Notamment plusieurs choses, mais notamment les compétences dans les villes que nous voulons, les différentes présentations. On parlait des différentes compétences de villes ou de banlieues. C'était intéressant. On peut avoir beaucoup de changements, on peut prendre des étapes importantes, on peut le faire à petite échelle. Il y a beaucoup d'étapes également, mais cela
dépend si c'est visible ou invisible. On a parlé également de cadre, de planification. C'est les parties peut-être invisibles qu'on ne voit pas forcément. Toute la partie planification, autre chose également qui m'a marqué. Qui sommes-nous pour vouloir et comment voulons-nous vouloir l'avenir de ces villes? C'est quelque chose qu'on est censé faire en fait. On est censé développer de bonnes villes, c'est évident. Mais j'ai aimé la provocation de cette pensée. Qui sommes-nous? Où sommes-nous pour désirer cela? J'ai aimé cela. Pourquoi ne le faisons-nous et pour qui le faisons-nous surtout? Oui, pour en revenir à ce que tu disais, Kevin, quelqu'un a mentionné également dans la session qu'il faut être intentionnel dans nos décisions, dans nos actions, c'est-à-dire de prendre l'idée de ce que nous voulons, de ce que nous avons dans nos villes actuelles. Et nous devons être proactifs également. Si nous ne le sommes pas, nos villes ne seront pas ce que nous envisageons. Donc, il est important d'être intentionnel dans nos actions. Ce que nous voulons, c'est pourquoi nous le voulons, pour qui nous le voulons. Mais dans ce voulons, il faut être également proactif pour développer ces villes. C'est intéressant. Il y a une autre idée qui est ressortie de la session d'hier concernant les villes que nous avons et pour qui voulons-nous les villes du futur. Il faut être intentionnel, en particulier inclure les groupes marginalisés qui ne sont pas toujours représentés, qui n'ont pas toujours leur voix entendue dans les villes. D'aujourd'hui, on a parlé notamment de pour qui sont ces villes, des villes qui peuvent se permettre un certain luxe. Et je pense que c'est aussi comprendre les personnes qui ne sont pas visibles en ayant des cadres de planification qui incluent ces personnes dans les processus de planification. C'est quelque chose qui m'a fait réfléchir sur la question de pour qui voulons-nous ces villes. Une autre session, effectivement, cette session, c'était sur faire tomber les barrières. La collègue qui a facilité, qui a animé cette session était avec nous. Quelque chose qui est ressorti vraiment de cette discussion, c'était comment voyons-nous les personnes qui sont dans les villes. Une participante, après la discussion des panélistes, est revenue vers nous pour dire qu'un des panélistes a pu vraiment s'engager dans la discussion et être présent dans la même salle où cette personne était, notamment pour parler des personnes vulnérables, des personnes handicapées, non pas parce que c'était quelqu'un qui lui-même avait un handicap, mais plutôt parce qu'il a voulu représenter ces personnes pour être une voix, pour faire écho des besoins des personnes qui ne sont pas toujours prises en compte lorsque nous planifions les villes. Il a pu vraiment venir pour faire du plaidoyer. C'est important d'avoir non seulement ces espaces d'échange, mais que chaque personne qui a une voix, de pouvoir venir dans les agences et pouvoir être impliquée dans les décisions. Nous pouvons le faire en tant qu'individu pour dire ce que nous voulons et qui nous voulons entendre dans ces espaces. Il y a des besoins, il y a des voix. Tout le monde, quelque part, a des identités ou des obstacles différents, pas seulement les questions de handicap. Donc, c'est ce qui est ressorti. Ça peut être aussi des enfants, d'autres groupes également, des personnes dont les voix sont moins entendues que les autres. Même nous, en tant qu'individus, est-ce qu'il y a des choses que nous pouvons partager? Comme quelqu'un qui a la vingtaine, par exemple, j'ai des besoins différents d'autres personnes. Et moi aussi, je devrais pouvoir les exprimer, ces besoins. C'est intéressant, oui. Ce que j'ai entendu des conversations également pour parler et déterminer des villes que nous voulons, c'est parler de la créativité. Comment utiliser cette créativité pour dessiner les villes que nous voulons pour l'avenir? On a parlé de l'intersectionnalité, différents groupes de personnes, d'un projet sur lequel nous travaillons notamment. Nous avions un atelier de prise de conscience pour pouvoir vraiment visualiser le genre de ville dans lequel nous voulons vivre. Et pour moi,
avec ce qui a été partagé aujourd'hui sur la créativité. Comment permettre aux gens de participer vraiment de manière pratique pour dire quelle ville nous voulons pour l'avenir. C'est intéressant dans de telles activités, lorsque des enfants, par exemple, ont l'occasion d'imaginer les villes qu'ils veulent. Ça a vraiment beaucoup éclairé les villes que nous voulons pour les différents groupes de personnes, les différentes populations qui vivent dans les villes. Un groupe qui s'est mis ensemble pour dessiner des plans, concevoir des plans des villes. Donc, c'était pour moi pas seulement la créativité, ça revient sur ce que tu disais aussi sur la planification, comment préparer les villes. Un autre point qui a été mentionné que j'ai beaucoup apprécié, c'est la discussion du fait que les villes doivent être uniques. Quel genre de ville voulons-nous avoir? Où trouvons-nous ces influences? Il y avait aussi une discussion sur la manière de planifier nos villes avec l'influence de l'Occident, ou utiliser nos idées, ou l'héritage des personnes qui vivent en Afrique. J'avais aussi quelque chose d'intéressant. On n'a pas besoin d'être toujours aussi dans la roue. Effectivement, les villes doivent représenter qui nous sommes, mais on peut aussi explorer d'autres choses. Ce qui rend les villes uniques et vibrantes et intéressantes, c'est peut-être d'apporter des choses qu'on a vues dans d'autres contextes, d'autres idées qui ont été développées ailleurs, de personnes qui ne sont pas forcément dans cet espace, mais on peut prendre ces idées, les adopter, on peut vraiment apprendre des autres villes, tirer des leçons, et comment nous allons développer nos villes à nous. Dans une des sessions dans laquelle j'étais aujourd'hui, on a parlé des régions comme des exportateurs. On a parlé des solutions africaines qui peuvent être mises à l'échelle. Il y a d'autres solutions qu'on peut aussi apprendre, d'autres contextes extérieurs. Un des orateurs, après la vidéo d'ouverture que nous avons vue, le poème, un des orateurs, des présentateurs, a dit qu'on peut mettre les mêmes informations, mais de différentes manières. Dans la vidéo, il y a un message fort qui est un appel à l'action pour faire des villes que nous voulons et de voir comment la poésie, la créativité des autres moyens de communication, de connaissances sont aussi importants que les faits et les données. La culture, l'identité des peuples est importante pour transmettre également les informations. Alors, on peut à présent peut-être entendre les retours des uns ou des autres. On peut prendre quelques instants pour partager sur ce que nous avons apprécié dans les sessions que nous avons suivies aujourd'hui. Alors, vous pouvez mettre vos vidéos, vos caméras pour qu'on puisse vous voir quand vous prenez la parole et on pourra voir quelques visages, ce serait bien. Voilà. Alors, je vais également reconnaître et vraiment remercier tous les intervenants des deux derniers jours. Nous avons eu plusieurs qui nous ont présenté les différentes sessions d'Afrique du Sud. Lors de la session d'hier sur les villes que nous avons, Taikona Maima, qui sera panéliste des villes que nous méritons, ce sera demain. Et vous pouvez cliquer sur le lien pour vous inscrire pour la session de demain déjà. Nous avons plusieurs autres intervenants pour les solutions durables notamment. On a parlé aussi de l'Afrique de l'Ouest. Donc, vraiment, bienvenue à tous nos panélistes qui nous ont rejoints pour ce temps de débrief. Alors, si peut-être nos participants dans la salle pourraient nous donner quelques mots de retour. Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui vous a intéressé le plus aujourd'hui? Bonjour, c'est Nas. Je n'ai pas pu allumer ma caméra. En tout cas, pour moi,
j'ai pu me connecter à plusieurs sessions et pour faire un résumé de toutes les sessions que j'ai suivies, il y a vraiment cette vision d'avenir, cette idée, ces idées qui se sont manifestées au cours des sessions, quelque chose de positif pour pas simplement se lamenter des problèmes que nous avons, mais de parler de notre vision pour l'avenir. Voilà ce que nous voulons, comment nous voulons que nos villes et nos communautés soient à l'avenir. Ce n'était pas juste dans une session, c'était un petit peu un fil conducteur dans toutes les discussions. Voilà ce que nous avons, ce que nous attendons, voilà comment nous pourrons faire cela. Donc, j'ai aimé le mouvement, le momentum, l'atmosphère qui a animé toutes nos discussions pour vraiment s'adresser pas seulement aux problèmes, mais pour vraiment parler des solutions et voir comment nous pouvons poursuivre ces solutions. C'est ce que j'ai vraiment apprécié dans ces sessions. Et j'aimerais bien entendre ce que les autres ont pensé des sessions d'aujourd'hui et d'hier. Voilà ce que je voulais dire, en tout cas pour ma part. Merci. Merci. C'est intéressant. J'ai aimé la provocation que vous avez partagée. Christy Assala, si vous voulez bien nous rejoindre peut-être pour partager certains points dans cette session. Et je pense qu'il y a un lien avec ce qui vient d'être dit la dernière session, qui a parlé notamment, oui, des obstacles, des barrières, mais pas seulement, mais pour parler plutôt aussi des solutions qu'on peut mettre en place pour y remédier. Merci, merci, je suis ravie d'être à nouveau en ligne avec vous. J'ai beaucoup apprécié la session que nous avons eue tout à l'heure. Pour moi, pour ce que nous avons fait tout à l'heure, la session que nous avons animée, qui nous a rappelé vraiment comment beaucoup de gens se voient encore en tant qu'Africains. Quand on parle aux gens, on leur dit parlez-moi de votre ville. Les gens en général parlent tout de suite des problèmes. Mais pour nous, on est là, on ne veut pas simplement entendre des problèmes et de la manière dont les gens sont affectés. Les gens, en général, c'est ce qu'ils font. Ils parlent des problèmes. Donc, c'est bien de garder en tête qu'il nous faut avoir ces échanges. Oui, on sait qu'on a des défis à relever, on sait qu'il y a des difficultés, qu'il y a des différences, mais il nous faut vraiment regarder aux solutions davantage, parce que chaque défi a sa solution. Et donc, c'est une question de perspective. Et on a tendance à regarder plus aux problèmes qu'aux solutions. Ça me rappelle qu'il nous faut commencer d'amplifier les solutions que nous avons déjà. Quand nous amplifions les solutions, nous sommes focalisés sur les solutions plutôt que de nous focaliser sur les problèmes. Et je pense que ça va changer notre narrative. Et ça, c'est souvent le cas avec les Africains. Et les gens diront, bon, bah, c'est comme ça. Non, mais ce n'est pas ma ville. Venez voir pour vous-même. Donc, je pense que notre perspective, notre regard a besoin de changer. Nous avons des solutions. Et donc, dans notre sphère d'influence, que faisons-nous? Nous devons parler de ce que nous faisons pour apporter le changement. Quelqu'un a dit aujourd'hui l'importance d'amplifier les voix. Pour moi, la dynamique du pouvoir et de donner le pouvoir. Et c'est important. J'aime le fait que les gens aient le pouvoir, soient rendus capables d'apporter le changement. Une majorité des gens qui constituent les villes et dans les discussions, on a parlé surtout de l'accessibilité, l'accès aux services, l'accès aux finances, l'accès aux infrastructures, des jeunes. Chacun a parlé des difficultés d'accès. Alors, comment faire entendre nos voix ensemble au travers des différents groupes de population pour pouvoir vraiment changer de récit et apporter ces changements?
Voilà un petit peu, c'est ce que moi je retiens principalement de cette session. Très intéressant, merci. Ce qu'on a vu dans les sessions, ce sont des fils conducteurs, des thèmes communs qui sont ressortis, des discussions. On a parlé du récit, on a parlé des accès. On a parlé de ces plateformes de récit, de narrative. Ce qui était intéressant dans cette session, ce qui m'a frappé en tout cas, 2 choses. Elle a parlé de l'importance de pouvoir accéder aux dirigeants, au leadership. J'ai jamais pensé à cela comme étant quelque chose de limité auquel il faut avoir accès. Comment accéder aux personnes qui peuvent apporter le changement? Et la deuxième chose, c'était le récit, notre récit, notamment en parlant des Africains. Comment est-ce que nous changeons notre discours, notre récit, en parlant de ce qui se passe? Donc ça va dans le même sens de ce que vous avez dit. L'accès, bien sûr, c'est important pour pouvoir participer dans les décisions, pour concevoir les villes que nous voulons. Et ensuite, la narrative, qu'est-ce que nous adoptons? Quel discours avons-nous et quel discours voulons-nous changer? Je vais également rajouter quelque chose. Je crois que c'est dans la session de Christie. Elle a fait un sondage par Menti de la part des participants pour dire quel serait le mot qui pourrait mettre en lumière une solution pour faire tomber les barrières dans l'urbanisme ou la planification de l'urbanisation. C'est prendre des actions, conduire des actions, des initiatives. Et ça ne semble pas à premier abord des choses forcément énormes, mais ce qui a été mentionné, c'est par exemple du dialogue, de la communication. Quand on parle de dialogue, on se dit oui, c'est parler des choses pour briser les barrières. C'est là où ça commence, lorsque vous avez des échanges, des conversations. Que pouvons-nous faire en tant qu'individus? Les décideurs doivent agir et nous devons aussi faire d'autres choses au niveau individuel. On peut avoir des dialogues, des échanges, on peut prendre des décisions, on peut commencer un développement communautaire. Que pouvons-nous faire aussi à titre individuel pour agir? Et dans cette idée d'agir également, c'est intéressant. Les solutions des villes, des régions et leur exportation et leur adaptation dans d'autres contextes, c'est-à-dire quelles pourraient être des solutions innovantes. Et un des participants, on peut par exemple faire un nettoyage de la communauté et quelqu'un disait ce serait plus intéressant de faire des discussions pendant le temps de nettoyage pour ne pas avoir à refaire la même chose à chaque fois. Donc ça, ce sont des idées pratiques d'agir et d'avoir des visions, pas seulement d'avoir des programmes, mais penser de manière intentionnelle aux solutions et créer des solutions. On peut voir les villes africaines comme des exportateurs d'idées, de solutions. Une autre qui m'a frappée, c'est d'avoir aussi des questions concernant le logement et l'immobilier. Bon, est-ce que nos solutions sont pertinentes? Est-ce qu'elles sont adaptées au contexte? On a parlé notamment du recyclage du plastique. Je me souviens d'une chose qui a été dite par cet intervenant. On essaye de bâtir avec du ciment. Vous savez comment on est en Afrique. Donc, c'est intéressant de voir comment on peut trouver des solutions et comment les envisager pour l'avenir et faire de ces solutions quelque chose de pertinent dans les contextes pour résoudre les problèmes.
Bien, je pense que c'est un point assez intéressant pour demain. On pourra y réfléchir. Qu'est-ce qu'on mérite quand on pense à ces villes que l'on souhaite? Est-ce qu'on mérite des villes bétonnées ou avec des matériaux qui sont logiques, qui sont liés à notre contexte? Et la session où j'étais aujourd'hui sur les solutions fondées sur la nature, eh bien, ce qui m'a plu, ça a été la représentation de nos leaderships traditionnels. Souvent, lorsqu'on entend ces voix, et d'ailleurs Christina en a parlé, la voix des prises de décision, celles qui sont entendues, lorsqu'on parle de ces voix-là, c'était important d'entendre la voix de leaders traditionnels pour l'intégration de des solutions fondées sur la nature. Il y a eu pas mal d'initiatives également, une du Kenya, il me semble, le Concrete Design Initiative, comment ils portent la voix et la vie des communautés, comment ils sont autonomisés à agir, et on doit aider cela. Et j'ai entendu ça dans les discussions d'aujourd'hui. Autonomisation, inclusivité, le collectif, dire nous plutôt que je. Et également concernant la participation effective. La plupart des gens qui travaillent dans l'urbanisme ou la planification vous le diront, se posent la question, comment faire en sorte que l'inclusion ne soit pas simplement une façade, mais vraiment être dans la collaboration, plutôt que de réunir des gens dans une pièce pour cocher une case. Et d'ailleurs, du point de vue des personnes dont la voix doit être portée, j'ai beaucoup aimé sur la session sur surmonter les barrières, les obstacles. On nous a dit que la personne souhaiterait travailler avec des gens qui comprennent son contexte, qui comprennent ce contexte. On peut faire ce qu'on veut et il ne faut pas être faut être dans l'empathie et pas être désolé pour les personnes, surtout les plus marginalisées, celles qui sont les moins entendues. Et afin d'entendre ces voix, justement, on devrait peut-être entendre la voix des participants. On pourrait faire ce qu'on appelle un Zoom shower. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit une phrase, on la tape par chat, mais on ne la poste pas tant que je ne dis pas « allez-y, entrez, faites le post ». Et donc là, la phrase que je voudrais dire aux participants aujourd'hui, après les réflexions que nous venons d'avoir avec Jokudo, c'est par exemple « les villes que nous voulons sont » 3 petits points. Donc vous pouvez remplir, après les 3 petits points, on vous donne un petit peu moins de 30 secondes et on fera cette Zoom shower pour amplifier ces voix dans la salle. Comme ça, on peut entendre votre retour. Alors, les villes que nous voulons sont 3 petits points. Je peux essayer. Attendez, on ne poste pas la réponse tout de suite. On attend encore un petit peu. Et je vous dirai, pour qu'on puisse tous inonder Zoom avec nos réponses. Très bien. Postez maintenant. Très intéressant. On nous dit une ville diverse, proche des enfants, qui facilite l'expression libre, qui engage les personnes à faire de l'art, avoir un sens commun, inclusive, productive, résiliente, accessible à tous.
que ce soit un enfant de 3 ans ou une personne âgée, diverse, unie, inclusive, sécure, inclusive pour les personnes marginalisées, expérimentale, qui répond au développement émergent, comme ce dont on a parlé aujourd'hui. On doit créer ces chemins ensemble. Les villes que nous voulons sont faites par tous. C'est une très bonne contribution. Et d'ailleurs, ça me rappelle, j'avais lu une citation, « Une ville n'est pas conçue par une personne. » On vit dans une ville faite par des milliers de designers. Et donc, les gens souhaitent avoir des villes inclusives, expérimentales. Et cela veut dire que tout le monde a une vision ici des villes que nous souhaitons, vous, moi, nous, dans lesquelles nous souhaitons vivre. Et c'est assez inspirant et il faut qu'on le sache, qu'on a les outils et on doit ensuite être aidé à pouvoir créer ou imaginer les villes que nous souhaitons. Oui, et par rapport à hier, d'ailleurs, le programme d'hier, on disait que les villes allaient continuer à se développer, qu'on agisse ou non, que les villes allaient continuer à croître. Et donc, l'urbanisation, ça ne se fait pas que par un urbaniste qui trace une ligne et qui dit « je veux que ce soit comme ci, comme ça, que telle partie de la ville soit un site industriel et de l'autre côté commercial ». Non. Les villes sont conçues par les personnes selon leurs besoins, leurs désirs, selon ce qu'ils souhaitent. Les gens veulent pouvoir marcher jusqu'à l'école, mais également dans un parc, pour pouvoir s'asseoir, regarder les arbres. Et d'ailleurs, la question qui me reste en tête, c'était celle d'un intervenant qui a demandé « Est-ce qu'on a les villes qu'on souhaite faire ?» Donc, il y a les villes qu'on souhaite, qu'on veut, mais il faut également prendre cela en compte. Et lorsque j'ai entendu d'autres sessions, c'était un sujet récurrent, la question des financements. Est-ce qu'on finance les villes que l'on souhaite avoir? Donc ça a été répété dans la plupart des sessions auxquelles j'ai participé aujourd'hui. Et donc, au-delà des villes que l'on souhaite, il faut également répondre aux questions financières. Il y a besoin de financement pour pouvoir avoir les villes que l'on souhaite avoir. Et il y avait également la question de la bonne gouvernance, le bon leadership à travers des structures qui permettent aux villes de fonctionner. Alors, selon vous, en tout cas, est-ce que ça a été un sujet qui a été mentionné, le financement, la gouvernance, le gouvernement locaux? Oui, ça a été mentionné, surtout parce que la plupart des limites au niveau de gouvernements locaux, c'est que les financements sont assez peu élevés. Mais concernant les financements, hier, on a eu une session qui a parlé du lien entre le financement, la gouvernance dans les villes et qui est habilité à prendre ces décisions. Souvent, on ne voit pas les jeunes qui prennent ces décisions, ils n'ont pas cet espace, c'est une voix, une fois de plus, qui n'est pas entendue, des personnes qui devraient pouvoir être intégrées à ces décisions sur la manière dont on vit dans les villes, qui comprennent comment les villes évoluent. Et donc, ce n'est pas qu'une question d'accès au financement, mais également d'avoir les bonnes personnes qui sont autonomisées à prendre les décisions. Ça aurait un impact plus important. Oui, et d'ailleurs, hier, nous avons une session au programme qui parle des financements dont nous avons besoin. Ce sera une séance très intéressante. On pourra avoir une réflexion sur ce sujet, sur la résilience climatique notamment. D'ailleurs, Cécilia Djenga, durant la séance, on parlait des pertes et dommages. Et on a beaucoup parlé des flux de financement pour assurer la résilience climatique dans les villes africaines.
Et j'ai retenu également la nécessité d'avoir un lien de confiance entre les gouvernements et les peuples. Ça a été mentionné hier. Maintenir cette confiance entre les gouvernements et les peuples, mais aussi le fait d'agir et d'être responsable. Et donc, pour avoir ces villes que l'on souhaite, on a également besoin de redevabilité, responsabilité collective dans ces villes. C'est très difficile de demander des responsabilités dans nos villes. Ah, il y a une main levée. Nas, oui? Oui. En parlant de financement, étant donné que j'ai de l'expérience dans le monde de la philanthropie, j'étais curieuse, notamment concernant la question des pertes et dommages et de tous les financements climatiques que l'on devrait recevoir de la part des pays du Nord. Parfois, je me pose la question, en tant que militant, en tant que mouvement, entité, est-ce qu'on réfléchirait à faire du plaidoyer pour des financements d'adaptation qui peuvent être faits à partir de budgets affectés? Donc, est-ce qu'on pourrait demander au gouvernement d'allouer des fonds à l'adaptation plutôt que de réfléchir directement à savoir qui va payer pour la pollution, comment l'Union européenne va nous payer les 100 milliards qui n'arriveront peut-être jamais. Donc, je me demandais voilà, s'il y avait des réflexions alternatives au-delà de tous ces instruments qui ressortent d'accords internationaux, à savoir le peuple des pays du Sud demande cet argent à ses propres gouvernements. Donc, je voulais savoir s'il y avait des mécanismes similaires dans certains pays africains. Peut-être que les autres pays pourraient répondre. Je ne crois pas qu'il y en ait au Nigeria. Mais je ne vois pas beaucoup de travail de plaidoyer autour de ce sujet pour qu'il y ait des fonds dédiés pour nous-mêmes. On se tourne vers nous-mêmes aussi pour ces financements. C'est une question très intéressante. Je pense que vous avez raison concernant la question de la confiance et l'incertitude également autour de ces promesses de dons et la manière dont les pays du Sud pourraient porter cette voix, expliquer, dire ce qu'ils souhaitent avec des arguments, des données factuelles, mais vous avez également parlé d'un sujet important, les mouvements, la construction de mouvements, cette voix collective. Et moi, j'aimerais connaître votre expérience en matière de mobilisation, comment ça permet d'obtenir des financements. Le fait de se réunir autour d'idées communes, et ça permet d'arriver à un consensus. Et donc, dans votre expérience, dans la création de mouvements, est-ce que ce genre de choses est arrivé et comment est-ce que ça contribue à récupérer des financements? Je pense que Paul devrait peut-être prendre la parole en premier. Paul? On est dans la même pièce, donc il faut faire attention aux échos. Je voulais juste parler de la question du financement parce que c'est un sujet un peu délicat. Selon moi, même si je ne suis pas expert en finance, et d'ailleurs je vous invite à la session de demain, parce que vous pourrez ainsi poser la question. C'est l'idée. Mais selon moi, lorsqu'il y a des fonds au niveau des gouvernements nationaux, c'est une concurrence entre les priorités. Et le travail de plaidoyer qu'on fait sur le terrain a pour but d'attirer l'attention sur la question du risque climatique comme un sujet d'investissement, même s'il est difficile de suivre ou de calculer vraiment quel est l'impact d'une inondation, par exemple, ou une sécheresse sur l'économie. Il y a des gens qui travaillent là-dessus pour dire ça va coûter 8 milliards ou 200 milliards si vous
ne trouvez pas une solution d'ici à 2050. Donc, on présente ces arguments. Il y en a qui travaillent là-dessus. Et les montants majeurs nécessaires pour répondre à la crise climatique n'existent pas dans nos gouvernements, pour de nombreuses raisons. C'est pourquoi on a tendance à se tourner vers ceux qui ont causé le changement climatique pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Et donc, ça fait partie de cette concurrence entre les besoins de développement dans les gouvernements. Et pour remettre cette conversation au niveau plus local, souvent dans le mandat et les responsabilités d'investissement à l'adaptation au climat ou dans des infrastructures qui permettraient d'éviter des catastrophes, souvent cette responsabilité est au niveau local, mais les fonds ne sont pas alloués. Et donc, les processus budgétaires au niveau national n'ont pas encore soutenu ce type d'investissement et il n'y a pas de soutien politique. Mais demain, nous aurons des experts financiers. Je pense qu'ils auront de meilleures réponses. Donc, rejoignez-nous demain. Et sur ce sujet, en pensant aux différents sujets impactés par le changement climatique, il y a bien sûr la question du genre, qui sont particulièrement impactés durant les crises climatiques, bien sûr l'énergie, l'alimentation et l'eau, le nexus, toujours impacté par le changement climatique. Et donc, afin d'essayer de réfléchir à la question de NAS sur l'adaptation, moi j'ai appris que s'il y a du plaidoyer venant de différents secteurs, ça ne peut pas toujours être le même récit. Il faut plutôt avoir une approche multisectorielle pour faire du lobbying pour le financement du climat. Ça peut être une approche. Parce que le climat impacte différents secteurs. Les peuples vulnérables, ça a un impact sur le genre. Donc pour moi, il faut avoir des stratégies de lobbying multiples en matière d'investissement sur le climat, la sécularité, la planification, l'eau, l'alimentation. Il peut y avoir différentes approches de lobbying sur ce sujet. Et peut-être qu'il faut également changer d'état d'esprit. Il semblerait qu'on ait une sorte de vision unique de ce sujet. Tout le monde veut un peu une partie du gâteau, du pactole. Et il faut pouvoir percevoir les problèmes, pas uniquement comme les nôtres, mais également ceux des autres. On sait que ce sont des problèmes communs. En Afrique du Sud, par exemple, la crise énergétique est le plus grand défi actuel, mais ça a peut-être un lien avec d'autres secteurs qui pourraient résoudre la crise énergétique, peut-être pas le résoudre, mais en tout cas trouver une solution. Et ces financements sur l'énergie sont également liés à l'eau. Et donc, il faut voir quel impact plus large peut être obtenu pour résoudre ces problèmes. Oui, et d'ailleurs, par rapport à ce que Emily a dit, dans Climate Story, il documente des histoires des personnes impactées par la crise climatique. Et cela permet notamment de mettre en lumière la vulnérabilité de personnes qui pourraient faire du plaidoyer pour des financements également sur d'autres aspects. Si un enfant est impacté par la crise climatique, ça impacte son accès à l'éducation, à l'alimentation et beaucoup d'autres choses. Et donc, selon moi, ça peut permettre de montrer un peu la nécessité de faire ce plaidoyer pour des financements pour le climat. Peut-être qu'on devrait prendre quelques questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de contribuer? Allez-y, n'hésitez pas. On pourra en parler ensemble.
Ah oui, alors on parlait de la connexion avec d'autres secteurs, les partenariats. Paul nous dit que c'est un multiplicateur de crise également. Il est difficile de trouver les financements pour tous ces sujets, l'infrastructure, le logement, l'énergie, mais la question climatique doit avoir sa propre ligne budgétaire aussi. Et d'ailleurs, on a besoin de cet engagement participatif parce que souvent, les gens travaillent de manière compartimentée. Et j'ai trouvé ça assez fascinant dans les conversations qu'on a pu entendre. Différentes compétences, différents secteurs. Finalement, chacun travaille de son côté pour les villes que l'on souhaite. Et regardons un peu d'ailleurs on a vu les contributions tout à l'heure de la Zoom Shower, c'est ça, des villes inclusives, gérées par les personnes qui y vivent, c'est ça que l'on souhaite. Allez-y, oui, il y a une demande de parole, de prise de parole. Je voulais simplement dire que j'ai aimé ces conversations. Ok. J'ai aimé la la manière dont les conversations sont conduites aussi vers les petites choses que nous négligeons des fois. Nous parlons de la justice climatique, la crise énergétique. Et il nous faut souvent nous focaliser sur des grands sujets. Mais si nous nous posons la question, quelles sont les causes? Quelle est la racine de cela? Comment est-ce que cela affecte les personnes dans les communautés? Comment cela affecte les hommes et les femmes dans les rues? Nous l'avons fait chez nous et nous comprenons que ce n'est pas forcément aussi immense, aussi impressionnant. Dans les pays développés, nous avons fait des campagnes vis-à-vis du changement climatique pour contribuer aux ODD. Mais nous ne comprenons pas toujours. Oui, nous avons une crise énergétique. On n'a pas pu comprendre pourquoi tout le monde criait à l'époque changement climatique, changement climatique. Mais j'ai travaillé avec des fermiers au nord du Nigeria, des ruraux. On a fait une campagne. On a compris qu'il y avait une crise de famine. Mais quelle était la racine, la cause? C'était le changement climatique. On ne fait pas toujours le lien. Parfois, les fermes ont été inondées, les eaux étaient desséchées, il n'y avait plus de poissons. Donc, en fait, c'était la racine, c'était le changement climatique. Il fallait pouvoir l'expliquer à partir de là. Quelle était la racine de la crise? Oui, tout le monde voulait faire des changements. Donc, ce n'est pas aussi énorme. Il faut juste pouvoir bien regarder les choses de la bonne manière et voir en quoi cela... En fait, ça se regroupe. Ce sont des choses qui affectent tous les secteurs. J'ai écrit un article et j'étais frappée de voir comment le changement climatique est central dans tout. Et tout se regroupe. Et un problème peut résoudre beaucoup d'autres. Un problème résolu peut résoudre beaucoup d'autres. Effectivement, ce que tu dis ici, c'est le besoin de voir ce que nous considérons comme un problème. Parfois, on parle de crise sans vraiment expliquer ce que nous voulons dire par là. On a différents termes sans forcément comprendre ce que les gens saisissent dans ce contexte. Peut-être certains ont entendu parler du changement climatique pour la première fois. Dans le monde occidental, bien sûr, c'était clair, les gens comprenaient bien ce qu'on entendait par là, que c'était un terme pour décrire ce qui se passait sur le terrain.
Et ça a été amené ici et les gens, on leur a dit, voilà, il y a le changement climatique, c'est terrible, voilà ce qui se passe sans vraiment comprendre ce qui est derrière, vous voyez. On voit beaucoup d'inondations, par exemple, et on voit dans une autre ville peut-être que ce n'est pas des inondations, le changement climatique s'exprime peut-être différemment. Les gens ne font pas forcément le lien que c'est la même cause, la même racine derrière. Effectivement, il faut pouvoir contextualiser ces défis, mais ces solutions également. Alors, je pense qu'on arrive bientôt à la fin de la session. En nouveau, nous voulons vous remercier de vous être impliqués, d'avoir participé. Je pense qu'on va donner un dernier mot. Alors, Christine également vient de le dire. Je reprends ce qui a été dit ce matin sur les villes que nous désirons. Et que ça commence par une narrative. Ça, c'était dans le poème. Et ça parle des ODD, des actions locales et qui doivent être pertinentes. Voilà, ça c'est une citation. Qui sommes-nous pour vouloir? Comment voulons-les? Pour qui et comment? Voilà, ça c'est la citation que je retiens de cette journée. Merci à tous de nous avoir rejoints. Demain, nous allons parler des villes que nous méritons et nous allons poser cette question. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre demain pour continuer ce débat. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci, merci à tous. Merci, au revoir.